Bon, ben moi, j'avais 14 ans. Bon, j'ai- ça, ça me laissait un peu froid parce que j'étais pas mobilisable. Mais je pensais pas qu'on aurait des conséquences sur Si rapidement, quoi. rapidement. Mais alors, bon, après, c'était la drôle de guerre qu'on a parlé. On a parlé de septembre 39 à juin 40, enfin à mai 40. C'était la drôle de guerre. Les soldats, ils étaient encantonnés, ils jouaient à la belote, c'est tout ce qu'ils faisaient. Ça ressemblait, en fait, dans les premiers mois de ce que j'ai compris de la guerre, ça ressemblait beaucoup à la guerre de tranchées de 14-18. Non, pas du tout, du tout, du tout. Les gars, ils étaient casernés. Ah, Il y avait la ligne Maginot, on était tranquille, on avait la ligne Maginot qui nous protégeait. Ça, c'était illusoire. Hein. D'accord. Pendant les premiers mois de la guerre, il y a vraiment eu, en fait, l'illusion que les Allemands ne pouvaient pas passer la ligne Maginot. Voilà, ouais. Voilà. Ils pouvaient pas passer, c'était pas possible. D'accord. Mais alors, la ligne Maginot, elle a été construite le long de la ligne allemande, mais un peu sur le Luxembourg, un peu en face de Luxembourg, et un peu peut-être quelques casemates en Belgique, face à la Belgique, mais sauf à un endroit. C'était pas possible. Sauf à un endroit. Hein? La forêt des Ardennes. Arrêtez comme ça. Et vas-y, je te laisse reprendre. Les troupes allemandes ont pris toute la Belgique, tout la Hollande et une partie du Danemark au départ. Et avec des parachutistes, ils avaient fait le maximum. Hein. Et après, ils ont tourné la défense française, qui était la ligne Maginot, et ils sont passés par la Belgique. Ils l'ont contourné. Par la Belgique, les Ardennes. Voilà. Les Ardennes. Après, bon, ben. Et les Alliés pensaient qu'ils passeraient jamais avec leurs chars dans une forêt avec des arbres aussi étroits, enfin une forêt aussi étroite. Voilà. Alors que c'était de la rigolade. Au final, ils sont passés comme dans du beurre. Oui. Et il y avait quand même du matériel adéquat, les Allemands. Et alors là, les Allemands, en fait, ils ont fait une tenaille sur les soldats qui, eux, étaient dans le nord, en Belgique. Qui pensaient vers la Belgique. Et ils ont été vers la Belgique, mais ils ont été coincés. Comme ça, les Allemands ont filé vers le Havre. Ouais. Vers le Havre pour filer, et ils ont coincé les Français et les Anglais. Et les Anglais de tout le nord, donc d'où Dunkerque. Alors Dunkerque, on a beaucoup de choses. T'en avais entendu parler, toi, à cette époque-là? Oui, Dunkerque. Mais on a par la suite, on n'est pas facilité les Anglais, hein, parce qu'ils ont sauvé leurs hommes. Et, la priorité, c'était leurs hommes. Mais les Français, ils sont restés beaucoup sur les plages. Dunkerque. Oui, donc les Britanniques, eux, ils ont eu... ils ont modifié. Ils ont dû envoyer des bateaux. Même des petits bateaux, tout petits bateaux, ils sauvaient deux soldats, ils ramenaient ça en Angleterre. Mais ils prenaient des Français aussi? Non, ils prenaient priorité tous aux Anglais. Et c'était toujours l'atavisme franco-anglais, quoi. Ça avait beau être les Alliés, mais c'était pas quand on pouvait passer devant l'autre, on passait devant l'autre. C'était pas de la tarte. Alors toi, tu l'avais vu comment? Donc après, là, c'était l'exode. Les gens fuyaient les Allemands parce que il y avait un truc de la guerre de 14, qu'ils avaient fait des rosseries à la population civile. Alors, la population civile, elle fuyait les Allemands. Mais dans le fond, ça les arrangeait, parce que ça affichait
vrai bordel, Ah oui. il faut le dire, sur les routes et dans les trains, tout, dans tous les moyens de communication. De locomotion ou de communication. Voilà. Donc, alors après, toi, l'exode, est-ce que tu as dû être forcé de vivre l'exode, de subir l'exode? Oui, alors on est parti, moi je suis parti avec ma mère, parce que mon frère et ma sœur, ils étaient à Douai-la-Fontaine. Ouais. Déjà. Oui. Ma sœur, elle était dans un couvent. Ce qu'il faut dire, c'est que tu as une petite sœur et un petit frère. Oui. Et mon frère, il était dans une famille. C'est pour dire que tu étais en fait le plus grand de la famille. Je me permets de t'arrêter pour qu'on comprenne bien. Donc l'exode, elle a commencé en juin 40, à peu près, quand les Allemands sont arrivés. Avant, mais pour le nord de la France. C'était avant. Oui. Parler comme ça, moi j'avais pour l'habitude. Hein. Ouais, t'inquiète, tu peux enlever le masque, si tu veux, je me recule. C'est pas le masque qui me gêne, c'est la gorge. Alors donc, on a cherché un verre d'eau? Oui, si tu comptes le parcours qu'on a fait, on n'a jamais été bombardés, nous, jamais mitraillés. On a vu des avions, j'ai vu des avions loin, ça devait être des Allemands d'ailleurs, mais on les a pas. On n'a pas été mitraillés. Et puis, comment? Enfin, le voyage, bon ben, ma mère voulait aller à Douai-la-Fontaine parce qu'il y avait les enfants. Enfin, T'avais de la famille là-bas? Non, c'est pas de la famille. C'était des gens qu'on connaissait, que ma mère connaissait comme ça pour avoir pris en pension Michel. D'accord. Et puis bon, ma sœur, elle était dans un couvent de bonnes sœurs. D'accord. Elle avait été placée alors, là. Alors, à cette époque-là, les Allemands, ils avaient déjà envahi la France. Ah oui. Et même on est arrivé à Douai-la-Fontaine, je crois que presque en même temps que les Allemands. Tu vois? Est-ce que à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà entendu parler d'Hitler Ah oui, depuis des années. Depuis des années avant, mais chacun se moquait d'Hitler en France. Il se moquait d'Hitler, il n'y arrivera jamais. C'est un écervelé, c'est un tyran. Oui, on voit que c'est un fasciste. Un utopiste pour faire régner l'Allemagne partout. Par la terreur. Oui. Oui, mais non. Vous aviez déjà entendu parler des Juifs? Il y a pas. Il avait pris du pognon aux Juifs, oui. C'était pas ma politique, c'était pas ça. Hein. J'avais pas de politique d'ailleurs. Bah t'étais un gamin quoi. Hein? Oui. Mais t'étais un gamin déjà pour resituer un peu le contexte, t'étais déjà chef de famille quoi en gros. Oh non. Derrière ton papa. Mais, oui. Mais je veux dire, t'étais le plus grand des enfants, c'était toi moi, qui... J'ai toujours été responsabilisé dans la famille. Tu travaillais déjà même? Ah, j'ai travaillé... Non. T'as commencé à 14 ans et demi? Oui. J'ai travaillé à la banque. J'étais embauché à la banque, là, comme groom. On portait les notes de service d'un bureau à l'autre. C'est tout. C'est tout ce qu'on faisait. C'est déjà bien. Moi, j'étais étonné d'avoir vu un téléphone. J'avais jamais vu un téléphone. J'avais jamais pas comment ça marchait. Bon, et écoute, aujourd'hui, moi j'ai plusieurs questions, surtout sur comment tu as fait pour devenir réfractaire au STO. Ah bah ça, c'est parce que je suis pas parti. Je suis pas parti. Mais je veux dire, il y avait tellement d'autres personnes qui y allaient. Ah bah il y avait des volontaires. Hein. Il y avait même de force. Il y a de force souvent. Mais si t'étais pris, t'étais déporté. Bon alors si on revient un peu avant, alors en 40,
en 40. En 40, il y a eu la bataille en Angleterre aussi. Est-ce que tu en as entendu parler, la bataille d'Angleterre? Non, pas du tout. Parce que ça, c'est un tournant de la guerre. Les Anglais ne se sont pas laissés avoir par les Allemands. Oui, mais il y avait... Les Allemands, ils ont bombardé les points stratégiques de l'Angleterre. À Londres. Coventry, enfin des grandes villes. Des grandes villes, mais il y a eu des bombardements terribles. Mais les Anglais ont tenu le coup. Avec la RAF, oui. Surtout l'aviation. L'aviation qui était... Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient bien équipés. Faut dire, hein, c'est des avions. Et puis c'était des chasseurs téméraires. Les avions anglais étaient bien meilleurs que les avions allemands. Ouais. Parce que c'était. Les bombardements. Pourtant, la Luftwaffe, c'était vraiment le summum de l'époque en termes d'aviation. Il y avait je sais pas combien d'avions. Moi, en 36, le ministre des Armées, c'était Pierre Cotte, il avait commandé 350 avions pour l'armée française. Mais 350 avions en 2 ans. Ouais. Alors que les Allemands, ils en faisaient presque 350 par mois. Ouais. Hein? Mais peut-être pas à l'époque, peut-être pas en 39. Disons que les Allemands, ils avaient envie de faire la guerre. Ils étaient équipés pour. Il y a aussi l'atavisme contre les Anglais. Il y a eu Merced Kébir. Oui. La flotte française s'était réfugiée à Merced Kébir, qui est un port de l'Algérie. Et les Anglais ont détruit la flotte française. Il y a eu, je ne sais plus combien, une quinzaine de mille de Français tués par les Anglais pour empêcher la flotte de tomber aux mains des Allemands. Aux mains des Allemands, soi-disant. Enfin bref, c'était pas... Et c'était une action décidée par Churchill. Oui, ça, oui, Churchill, ouais. Bien sûr. Bon, enfin, c'est pour dire les aléas de la guerre. Il y avait l'ennemi et puis les frères ennemis, amis et ennemis en même temps. Enfin, c'était des trucs bizarres. C'est à peu près à cette époque-là que les Allemands, ils ont décidé d'envahir la Russie. Ah oui, l'opération Barbarossa. Oui, en juin 41, je crois. 41. Le 21 juin 41. À partir de là, il y a commencé à avoir des communistes en France. Les communistes, avant, ils étaient pratiquement... Moi, j'ai vu une scène que je pourrais raconter. Des jeunes communistes qui passaient avec un foulard rouge sur une moto. J'ai voulu voir la tombe d'un soldat. C'était un soldat marocain qui a été tué dans le bord. Ça se comprend de vouloir mettre des fleurs sur sa tombe. Ça se comprend. Comme ça. Et alors, j'étais pas tout seul. Hein. Alors donc, il y a des gars avec le foulard rouge et puis le poing en l'air qui sont passés tu vois, c'était en mars, en août, fin août peut-être, 1940. Hein. Alors donc, j'ai vu c'était du Parti communiste, et il y avait une colonne allemande qui descendait la Nationale 7, et les gars, avec le poing, ils ont salué l'officier qui était là, avec un commande-car, quoi. Et ils ont salué, puis ils sont passés, tu vois, pour pouvoir passer. Tu vois, c'est pour te dire que les communistes, bon, à l'époque,
ils étaient pas pour défendre. Soi-disant, il y avait des mouvements clandestins déjà, mais je n'ai pas vu moi. Enfin, d'accord. De toute manière, j'étais pas communiste. Ah ouais. Non. Ils sont arrivés, en fait, les communistes, ils sont arrivés un peu avec le vent, quoi, avec le vent russe. C'est-à-dire après, il y a eu les instances communistes qui ont été peut-être les instances, mais pas le. Qui se sont formés un peu plus, quoi. Oui. D'accord. Bon. D'abord, il y avait les dirigeants, ils étaient à Moscou. Ah oui. Ils étaient à Moscou. C'était Staline déjà. Hein? C'était Staline déjà. Non, mais les dirigeants français du Parti communiste, ils étaient à Moscou. D'accord. Bon. Après, moi j'ai. T'as donc été. On t'a demandé de faire le STO. Donc oui, mais c'est un peu. Bien après. À tes 16 ans. À tes bien 16 ans. après. Hein? À tes 16 ans, en gros. Ah non. Ah non, à mes 16 ans. Il me semblait. À mes 16 ans, j'étais convoqué à la mairie pour travailler. Pour les Allemands. Pour les Allemands, comment que ça s'appelait? Oh ben, je l'ai dans le bout de la langue. Commandant de tour? Non, c'était à la mairie. C'était à la mairie de Séville. J'étais convoqué parce que j'avais 16 ans. C'était la fin de la scolarité. Je pense que il y avait plus de chômage. D'accord. Enfin, il y avait bien. Là, ils prenaient les jeunes, par exemple, pour aller travailler sur le mur de l'Atlantique. Voilà, ce genre de choses. J'ai été convoqué. Oh merde. Pourtant, je connais que ça. Sur la ligne Siegfried? Non, à Lorient. Ah, voilà. J'étais convoqué à Lorient à l'organisation Todd, voilà. D'accord. L'organisation Todd qui faisait le mur de l'Atlantique. Ah, bah voilà. Ok. Donc, ils te demandaient de travailler sur le mur de l'Atlantique. Voilà. Et comme je travaillais déjà dans une imprimerie, ils m'ont pas réquisitionné. D'accord. Tu vois? Parce que tu avais déjà un boulot. J'ai pas été. J'avais du boulot. Je travaillais dans une maison une imprimerie qui faisait des étiquettes de pinard. J'ai fait mon apprentissage là-dedans, quoi. D'accord. Et donc, 16 ans qu'on t'a proposé de. Oui, mais travailler et tu n'y es pas allé. J'ai pas allé parce que je travaillais. Parce que si j'avais pas travaillé, il serait venu te chercher. Il serait venu me chercher. Et donc, à partir de là, la résistance, elle commençait un peu à se former après l'appel du 18 juin 40. Et d'ailleurs, j'avais une question sur le 18 juin 40. Est-ce que tu l'as entendu? Non. À la radio ou à la télé? Non, j'ai pas entendu. J'en ai entendu parler par des troufions à Douai-la-Fontaine qui l'avaient entendu, qui disaient on va pas aller en Angleterre, hein, on va pas avec les Anglais, c'était pas le. Et puis ils étaient pour le maréchal Pétain en plus. Ah, peut-être pas, mais ils étaient surtout pas pour les Anglais. Les Anglais, il y avait l'atavisme toujours des Anglais. Donc en fait, il lui faisait pas confiance au début au général de Gaulle, c'est ça? Non. Non. Il préférait Pétain. Ouais. Les gens préféraient Pétain parce que c'était le vainqueur de Verdun. De Verdun. Hein. Et puis, alors, à ce moment-là... Mais ils ne pensaient pas à la politique de droite, comme ça. À ce moment-là, en fait, nous, on a baissé les armes au niveau de la France. Ils ont rendu les armes avec un armistice qu'on a signé dans le même wagon que... Ça, c'était la vengeance d'Hitler. Voilà, la vengeance d'Hitler. C'était sa vengeance, puisque il avait été contre l'armistice de 1919. De 19, ils avaient signé un protocole en 1919 qui disait que les Allemands ne devaient
plus d'avoir d'armée, de plus de 100 000 hommes, etc. Qui devaient payer une dette. Il y a tout. En 44. En 44, les Américains débarquent et moi je suis convoqué pour travailler en Allemagne. Donc voilà. je pars ça, pas en Allemagne. Ça, c'était le STO. Oui, oui. C'était le STO. Mais, donc là, tu as été réfractaire au STO. Voilà. Comment tu as fait concrètement en gros? Ben, tu n'y es pas rendu quoi? J'y ai pas été, puis je suis resté chez mes parents. Bon, bah, c'était un choix. C'était courageux. C'était un choix, ben, enfin. Courageux. Oui, mais enfin, il y avait quand même, faut dire, honnêtement, il y avait moins de risques à l'époque que les Américains étaient déjà débarqués. Après le 6 juin 44 oui, qu'avant, quoi. Qu'avant. Hein. Pour toi, c'est ça le tournant de la guerre, c'est vraiment le débarquement en 44. Oui. Parce que moi, j'allais te dire aussi, peut-être l'autre tournant, c'est voilà. Il y a Stalingrad. Et Koursk aussi. Et Koursk. Oui, mais Koursk, la bataille de chars entre Allemands et Soviets qui a fait je sais pas combien de victimes. Donc voilà, en gros, à partir de 44, là, tu t'es engagé. À partir de là, tu t'es engagé pour les forces françaises. Oui, forces françaises de la libération, quoi. De libre. Libre. Mais j'ai pas participé à la. Alors voilà, j'avais été présenté au chef de la résistance de la région là. C'était le commissaire qui était à Athis sur la nationale 7. J'avais été présenté. Alors, il m'avait dit, vous avez des armes? Moi, j'avais pas d'armes. Hein. Bah non. Hein. Alors, il m'a dit, je sais pas, on vous convoquera peut-être, mais enfin, c'est pas. C'est pas sûr. Si vous avez pas d'armes, vous n'êtes pas intéressant pour moi, quoi. En somme. Il va falloir vous former, etc. Oui. Non, mais... Donc, c'est là en 44 qu'ils t'ont envoyé dans les Vosges, à l'hiver. Oui. Pour affronter les Allemands. On est resté en première ligne du 1er janvier à peu près, je ne me rappelle plus, 2 jours près, du 1er janvier au 3 ou 4 février. En première ligne? En première ligne. On était dans un trou. Je me souviens dans la neige, tout ça. Je me souviens que tu disais par exemple que l'hiver, le soir, c'était certains avaient les pieds gelés, les orteils gelés, enfin des gelures complètement. Quoi. Ouais, enfin moi j'ai rien vu, mais il y a eu une quinzaine de gars de la compagnie, c'était une compagnie réduite, hein, et on était à peu près 80-85, et on était commandé par un lieutenant. Oui. Un lieutenant qui s'appelait Gilles Nave. Et puis le sergent, c'était Cahen, c'était un juif. Un juif, il avait eu la croix de guerre en 39. Il avait combattu dans la forêt de Harz, en Allemagne. Ils avaient pris un peu du territoire allemand au début de la guerre 39. Là. Et donc c'est ce Gilles Nave, ton lieutenant, qui t'a envoyé un jour dans le camp adverse. Ah bah non, j'étais... En camp ennemi quoi. Non, les Allemands avaient fui. Enfin, on est pas sûr. Tu comprends? Ils fuyaient, mais il y avait toujours on avait fait un prisonnier allemand. C'est fini. Alors, donc, le Gilles Nave, ton lieutenant, il t'a dit d'aller chercher deux FFL. Non, il m'a dit, voilà, faut raccompagner il y a 2 gars. Les 3 FFI qui sont avec nous. 3 gars. Qui doivent marquer le chemin, quoi. Et puis les trucs de ravito. Je lui ai dit, il faut les ramener à l'arrière, mais on savait pas que c'était les Allemands, hein, s'ils étaient partis complètement. Alors il dit,
Et bon, bah, me voilà partir. Ah, donc avec les deux mules et quatre Africains et trois FFI, les FFI qui étaient un peu supérieurs. Il me dit, au moins on va passer par un chemin, on va voir s'il est miné, si les Allemands l'ont miné. Alors moi j'ai mieux vous dire que bah, je marchais non, je marchais exactement dans les pas du mec, dans les pas dans la neige, parce qu'il y avait de la neige, il y avait 15 cm de neige. Je comprends, hein. Alors j'ai marché exactement dans les pas de l'Allemand. J'étais pas fier. Mais enfin, on arrivait à un endroit, et puis c'était libre, quoi. La route, on voyait qu'elle était libre. Alors je suis arrivé dans le pays, ça faisait Villers-sur-Tur. Le pays, et l'autre pays qu'on a pris, je me rappelle plus le nom. Alors donc j'étais en somme délégué à cette mission, quoi. À cette mission, c'est tout. Et d'ailleurs, le lieutenant m'avait dit, il aurait une par compagnie. Alors ils ont dit, oh, on va préférer le gars qui a fait l'agent de liaison, l'agent de liaison pendant un mois. Là, il a pris des risques et tout. Il a pris des risques parce qu'il y avait quand même des bombardements. Hein. Mais dans l'histoire, toi aussi, tu aurais pu la mériter. Ah bah oui, tout simplement. Bah oui, mais je m'en fous. Ça m'a pas égal. Et dans le fond, ça m'a servi parce que quand on a été en occupation en Allemagne, j'ai été nommé gérant du foyer du soldat. Et pendant toute l'occupation, j'ai jamais fait de garde, jamais fait de manœuvre, j'étais toujours peinard dans mon bistrot. D'accord. Tu vois, hein? Une belle guerre, quoi. Enfin, en première ligne, une fois, on a pris un obus de mortier à proximité. Et moi, ça m'avait coupé le souffle. Ça m'avait coupé le souffle. Qu'est-ce que ça fait? La terre, elle tremble quand... Ah bah, on avait fait un trou, et puis il y avait une cabane derrière, une cabane, tu sais où c'est qu'ils mettaient, je sais pas, des outils pour les champs, quoi. Une petite cabane en bois, tu vois. Et alors, on arrivait par le village, on passait par la cabane en bois, et puis après on se mettait dans ce trou là, on surveillait là. Alors il y avait c'est comme si c'était chez Théon là-bas, le bistrot, tu vois, c'était la ligne puis nous on était là, quoi. Et on recevait des obus de mortier. Attends, je te remets dans le contexte des obus que vous receviez. Donc, tu disais que par exemple, là, on se représentait les obus, et tout d'un coup, tu avais un obus à 5 mètres. À quelques centimètres même. Ah oui, carrément. Ah bah oui, peut-être à 80 cm, tu vois, pas 1 mètre. Et tu avais... T'as eu des coéquipiers qui ont été touchés? Non. Il y a eu deux gars qui ont été touchés par balle. Et sans des ça, camarades. Hein? Des camarades? Oui. Qui ont été touchés par balle, mais pas gravement. Et une quinzaine qui ont eu les pieds gelés. Ah oui, ça. Une quinzaine qui ont eu les pieds gelés, et puis... Puis ils n'ont pas pu reprendre la Ah bah, je les ai pas revus. Je les ai pas revus. Est-ce qu'ils ont été... Ouais, il faut faire la salle faire pipi. J'ai raconté. Ah, vas-y, raconte. Qui roulait un tonneau d'essence parce qu'il avait... Les Américains, ils avaient des réchauds à essence. Alors on voit un gars qui roulait un tonneau d'essence. Il avait bien du mal. Il était tout seul.
Alors on se foutait un petit peu de lui. On disait, oh oui, allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il y avait de la neige, hein, il y avait 15 cm de neige. Alors, moi je connais l'histoire, mais je te la laisse la raconter. Vas-y. Alors, bon, au bout d'un moment, on dit, on va lui filer à la main quand même, à ce pauvre gars. Allez, on lui file la main. Je m'appuie à côté du gars. Qui c'est que je vois? Mon copain Nocher, que j'ai été à l'école avec lui, qui était dans l'état-major de mon régiment, et puis qui avait un réchaud à fournir, quoi. Alors, il dit, ah, moi je vais dans la maison là, un peu plus loin, au col de Bussang. Et au col de Bussang, j'ai vu aussi mon prof de maths, qui était capitaine. Elle me dit, Pinot, tiens, qu'est-ce que tu fous là? Le monde est petit. Ben oui. Et donc à ce moment-là, quand tu as retrouvé Nocher et puis ton prof de maths, toi, Ah ben, y a rien, ça s'est arrêté là, quoi. D'accord, parce que je me souviens de l'anecdote que tu m'avais racontée où tu avais vu des Allemands en face, tu sais, où je crois, justement, un mec à une station. L'anecdote que je me souviens, c'est celle où tu as vu un Allemand qui était de l'autre côté de la route avec je pense que c'est des Allemands, j'ai toujours... Mais enfin, de l'autre côté de la route, quand même à 150 mètres, hein, pas... Côté d'une station. C'est parce que nous, on a occupé la route nationale, puis les Allemands, ils étaient de chaque côté dans les villages... alentours, mais... Alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils bombardaient avec des mortiers. Mais là, c'était le village qu'on est resté longtemps, c'était à Villers-sur-Tur. Moi, je trouve que tu as quand même beaucoup de souvenirs de l'époque et que c'est encore frais dans ta mémoire. Hein. Ah bah oui. Et puis alors, il y a d'autres choses. On arrive à Villers-sur-Tur. Alors, il faut dire, on avait... Comme les Allemands ils fuyaient, ils avaient laissé un camion plein de choses. On saura par la suite ce que c'est. Et puis il y avait un canon accroché derrière, un canon de 77 anti-char. Un gros canon, quoi. Un gros calibre. C'est déjà un bon calibre. Alors on ramasse le canon. Et puis la bagnole, on la laisse, mais on vide les caisses qu'il y avait dedans. Les caisses qu'il y avait dedans, c'était des caisses de sardines à la tomate. On en a bouffé pendant je ne sais pas combien de temps. C'est drôle, ça. Ben oui, mais c'était pas, il n'y avait plus de l'huile. L'huile, elle était... Mais c'est pas mauvais. Bah oui, c'est bon, moi je sais, j'en mange des sardines à la tomate. Alors, bon, avec ce canon, on arrive dans... Oh, le maire du village, il dit, même les Allemands, ils n'auraient pas fait ça. Alors, avec le canon, on n'avait pas de munitions d'abord, alors on ne pouvait pas tirer. Hein. On avait demandé aux Américains s'ils en avaient, il n'y en avait pas. Il proposait 75, alors c'était pas 77. On n'avait pas demandé aux Allemands de ne pas passer le bon matos. Le bon diamètre. Enfin, c'est une anecdote, ça. Ah oui. Et alors, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est comment tu as vécu la libération, le 8 mai 45? Ah ben, le 8 mai 45, on n'était pas là. On était sur le front de l'Atlantique. On était à proximité de Royan. Je me rappelle plus de Petlin. D'accord. Et bon, vers La Rochelle, Royan. Oui, à proximité de Royan. Dans un petit pays, mais on était bien. On était avec là, c'est là que je mangeais des omelettes.
Et il y avait mon copain Jean, Jean Roland, il est catholique, alors il avait été à la messe du pays. Et il avait connu une vieille femme, une grand-mère, qui avait discuté avec elle à la sortie de la messe. Et la grand-mère a dit, oh, mon petit-fils, il est fou des trucs américains. Alors nous, on commençait on commençait à en avoir assez des conserves, des rations américaines, quoi. Alors, attends, stop, attends. Vas-y. Alors, elle a dit, bah, vous pourriez pas amener quelques conserves pour mon petit-fils? Ah, bah, si. On a amené des Meat & Beans, là. C'était pour fameux, des trucs, des conserves américaines, quoi. On a amené 2-3 boîtes, ou 400 boîtes, je me rappelle plus, hein. Des sardines à la tomate. Alors, bah non, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus à l'époque. Vous allez tout manger. Oui. Alors, donc, elle a dit, je vais vous faire une omelette, les petits gars. Bon, alors, elle sort une poêle énorme. Il y avait sa cuisinière qui marchait. Elle a retiré les ronds du suite de la cuisinière. C'était une cuisinière avec des ronds, tu sais, comme ça. Elle a retiré les ronds. Et elle nous a fait une omelette de 12 œufs. De quoi nourrir un régiment, c'est le cas de la dire. Vous êtes gourmand, qu'elle disait. Je vais ajouter un peu d'agneau. Elle l'a arrosé à l'agneau. On y a été 2-3 fois comme ça, mais à chaque fois, il y avait au moins une dizaine d'œufs. Une dizaine d'œufs. Au moins, à chaque fois, l'omelette, elle était une dizaine d'œufs. Mais... Donc ça, c'était à peu près en mai 45. C'était à la fin de la guerre. Oui, on a fait le mai 45 là-bas. Donc c'était en fin février, mars. On a été là-bas tout de suite. En fait, vous avez été démobilisé des Vosges, et après les Vosges, t'es parti sur l'Atlantique. Sur l'Atlantique. Sur l'Atlantique, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On faisait des patrouilles, soi-disant, pour piquer les Allemands s'ils voulaient se sauver. Mais bon, de Royan. Le bombardement de Royan, ça servait à rien parce que c'était le 6 ou 7 mai 6 ou 7 mai. C'était alors qu'on parlait toujours. On parlait déjà ça sentait la fin. C'était fini, déjà la fin, puisqu'Hitler, il s'était déjà suicidé. Oui, enfin, sûrement. Oui. Enfin, voilà. Tu crois pas qu'Hitler se soit suicidé? Ben, si. Si, parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Hein. Ouais, moi aussi, je crois que... Il ne voulait pas mourir pendu. Et puis, en plus, il a demandé à son aide de camp de faire brûler son corps pour que ça soit plus que des cendres. Et de ne jamais révéler l'endroit où c'est soi-disant. Enfin, c'est comme ça. Donc, toi, le 8 mai 45 exactement, tu te souviens de ce que tu faisais? Eh ben, oui, on allait d'une ferme à l'autre. Et les petits gars, goûtez-moi ça. Les petits gars, goûtez-moi ça. On était, avec Jean, on est revenu, on se tenait par le bras. Ah ouais, c'était un bon moment, quoi. Les gens étaient gentils, quoi. C'était à la fin de la guerre. Et oui. Enfin, voilà. Après, on est parti en Allemagne. Moi, j'ai défilé sur le 18 juin. 45. Le 18 juin 45. Et je sais pas si c'est pas le 14 juillet. Non, c'est pas le 14 juillet.
de Royan à Paris. Pour défiler. Pour défiler. Bon. Et donc, maintenant, 75 ans après, tu te rends compte, ça fait 75 ans que c'est fait, cette année, 75 ans. Est-ce que tu trouves ça important que les jeunes générations d'aujourd'hui gardent en mémoire tout ça? Ah ben, c'est important qu'ils pensent que le racisme, c'est la pire des choses, c'est tout. Le racisme, c'est la pire des choses. Bon ben voilà, et puis merci à toi Pierre d'avoir répondu. Oh, il y a d'autres choses à voir aussi. Je crois que ça va intéresser des gens qui aiment l'histoire et qui sont passionnés peut-être par ce que tu dis. Oh, il y a 20 minutes peut-être. Tu peux la re-raconter là 2 secondes? Hein? Tu peux la re-raconter 2 secondes? Oui. Vas-y. Quand on était en ligne comme ça, il y a un gars, soi-disant, il avait entendu un char passer du côté des Allemands. Alors évidemment, il demande un tir d'artillerie. Alors il n'y avait pas d'artillerie, il y avait des mortiers immédiatement. Alors il y avait un gars qui situait le char, soi-disant, vers chez nous. Alors, prof, on a reçu toute la truc de mortier, c'était pour nous. Tous les obus, c'était pour vous. Oui, ça a duré 5 bonnes minutes. Hein. Après, ils ont l'autre, le gars. Allongez le tir. Allongez le tir. Alors après, ça a été un peu plus loin. Mais ça servait à rien, c'était un gars qui voulait faire du zèle. C'était inutile, quoi. Oui, il avait voulu faire du zèle. Et il n'y a eu personne de mort, quoi. Ah bah, non. Dans Non. Dans votre régiment. Non. Voilà. Plus de peur que de mal. Ah bah, quand même, on s'était planté. C'est mieux, c'est-à-dire. Et puis en plus, ils étaient équipés en grande, ils appellent ça les grandes charges américaines. C'était des gros obus, quoi. Des gros obus c'était pas des petits trucs. Bon, bah,